Napi, pendant le confinement, vous avez mené une étude justement sur cette articulation habiter, travailler. Parce que voilà, le télétravail subi dans les appartements trop petits, le bureau est encore parfois un lointain souvenir. Pour d'autres, il faut préparer l'avenir. Bon, je vais arrêter les rimes. Quel que soit, votre étude disait, à l'époque, quel que soit l'âge du salarié, il vaudra un mix entre un peu plus de télétravail, de l'open space avec des postes de travail affectés, où on peut décider de la distance. Je crois que vous avez actualisé vos études. Et qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui, maintenant que nous sommes déconfinés ? Alors, merci de me donner la parole. En effet, la chaire immobilier et la chaire workplace management de l'ESSEC, dont je suis titulaire, on a mené une enquête pendant le confinement, au mois d'avril, en ligne. Et on a eu auprès de 800 employés du bureau des résultats très significatifs et intéressants. Alors, on vient de lancer une nouvelle enquête avec beaucoup plus de répondants. On est très contents. On a 2650 personnes, donc 32%, près d'un tiers, sont dans le Grand Paris, donc on pourra en parler. Et surtout, on a fait en sorte qu'il y ait quand même beaucoup de collaborateurs et pas que des managers qui répondent, parce qu'on a bien évidemment des données différentes selon le profil. Les résultats vont paraître bientôt, mais je peux déjà vous donner quelques chiffres marquants. Alors, rien n'a changé par rapport au mois... C'est moi qui fais ce bruit ou non ? Rien n'a changé par rapport au mois de mai. Bien évidemment que l'intérêt, si on cherche le bureau idéal de ses collaborateurs et de ses managers, c'est le bureau individuel, si on peut. Donc pratiquement quand même 34%. 20% pour des bureaux partagés, c'est-à-dire de moins de 6 personnes, dans des espaces plutôt confinés. 14% pour de l'open space. Et bien évidemment, le sujet qui fait débattre, c'est le flex office. 7%, bien évidemment, pour des raisons aujourd'hui évidentes de crainte par rapport à tout ce qui est partage. Donc toute l'économie du partage sur laquelle a reposé l'immobilier de bureau ces 10 dernières années est remise un peu en question avec ce Covid. Alors, ce qui a changé, des coûts supplémentaires de désinfection des postes de travail. Exactement. Alors encore aujourd'hui, on ne raisonne pas encore en coût global, mais je pense qu'il est important également dans ce coût global de prendre en compte ces coûts sanitaires. Alors ce qui a changé par contre, c'est le regard sur leur espace de travail. On avait été marqué au mois d'avril que 47% considéraient que leur espace ne correspondait plus. Alors, très bonne nouvelle, ce taux est descendu à 30%. Donc ça veut dire concrètement que 70% des salariés de bureaux occupant des espaces de bureau considèrent qu'en fait leur espace leur convient, notamment avec les mesures de sécurité qui ont été prises et notamment avec le télétravail. Donc là, incontestablement, il y a un effet télétravail fort et qui fait aujourd'hui qu'on pense à habiter autrement. Alors, je ne vais pas dévoiler de suite les données concernant le logement idéal. On voit également que ce sont plutôt les résidents du Grand Paris, voire de Paris, qui souhaitent partir et qui souhaitent qui ont des nouveaux besoins résidentiels. Par contre, ce que je peux évoquer là maintenant, c'est l'effet du télétravail et comment se répartit le temps de travail idéal. Et ça, c'est très important, et ça laissera peut-être question de débat. C'est que, notamment pour les chiffres du Grand Paris, dans la journée idéale d'un collaborateur donc, utilisant des espaces de bureau, 49% ce serait au siège social, parce qu'on parle beaucoup de la fin des sièges sociaux, de la disparition des bureaux, 41% à la maison, on va dire, et 7% seulement dans un tiers-lieu. Donc ça nous questionne beaucoup. On va faire des tri croisés, on va faire des tests du Qui2, on va faire toutes les statistiques qu'il se doit d'avoir quand on veut publier dans des revues académiques, ce qui est le job du professeur-chercheur. Et bien évidemment, se pose aujourd'hui la question de ces espaces, ces tiers-lieux que beaucoup de promoteurs commencent à imaginer aux abords des gares, aux abords des résidences secondaires. Bon, apparemment, il n'y a que 7% du temps de présence au bureau qui devrait être consacré aux tiers-lieux. Voilà. Eric Groven, justement. Merci, Ingrid Napi. Ça vous inspire quoi, les tiers-lieux ? Alors, les tiers-lieux peuvent être une solution qui s'intercale entre le travail à la maison et le travail traditionnel au bureau, mais je crois que le plus important tout de même, c'est de réfléchir sur la capacité que nous aurions à mettre en place une politique permettant des logements plus grands, plus fonctionnels. Que savons-nous faire aujourd'hui ? Nous savons construire des logements plus aérés, plus ouverts sur l'extérieur. On en avait besoin parce qu'avec le confinement, avec le télétravail, nous manquions d'oxygène. Et donc,
un certain nombre de promoteurs, Sogeprom, filiale de Société Générale que je représente aujourd'hui, mais Alain Dinin, par exemple, l'a aussi dit, nous visons 100% de programmes dans lesquels il y aura un accès extérieur, balcon, terrasse ou bien loggia. Nous savons aussi construire des logements dans des zones végétalisées. Et l'idée est certainement de faire revenir la campagne dans la ville plutôt que de prôner la migration, l'exode des franciliens vers d'autres espaces. Nous savons aussi construire des appartements plus fonctionnels. Par exemple, avec des cloisons mobiles, on peut redéfinir en fonction des usages dans la journée la manière dont les pièces sont distribuées. On peut penser aussi à ce que j'appelle la copropriété augmentée. La copropriété augmentée, c'est celle qui offre des services supplémentaires, par exemple une pièce en plus qui peut être réservée, servant au travail. Enfin, on sait aussi construire des logements plus respectueux de l'environnement. On le disait tout à l'heure, qui sont construits avec du béton bas carbone, avec des matériaux biosourcés, également soucieux des mobilités douces dans les quartiers. Donc on sait faire tout ça. Après, à la question que vous posez de savoir si on sait faire des appartements plus grands, là je dis il ne faut pas rêver. Si on augmente les surfaces extérieures, alors on va se retrouver confronté à une question de coût des logements, donc le caractère abordable du prix des logements que nous allons créer nécessite, de mon point de vue, une politique active du logement qui est un peu le parent pauvre du plan de relance. À combien vous estimez ces coûts potentiels pour l'utilisateur final, évidemment? C'est assez difficile à dire, mais le calcul est assez simple. On voit bien le prix du foncier en Ile-de-France, on voit bien les augmentations de prix, on voit les prix au mètre carré. Si vous êtes à 8 000 € du mètre carré et que vous augmentez de 10 mètres carrés les surfaces extérieures pondérées au tiers et que vous créez une pièce en plus, vous voyez immédiatement que des ménages qui aujourd'hui sont solvables dans la configuration actuelle des logements ne le seront plus si demain on décide d'augmenter significativement les surfaces. Et c'est pour ça que le gouvernement doit mettre en place une politique du logement neuf qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Effectivement, quand on regarde le projet de loi de finances 2021, il y a 650 millions d'aides indirectes pour le neuf et 6,5 milliards pour la rénovation. Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, depuis 6 mois, vous alertez dans nos colonnes et ailleurs qu'on va assister à une crise du logement neuf. Vous maintenez ce message ? Moi, j'ai envie de vous dire que la crise du logement, c'est quelque chose qui s'est un peu inscrit dans les mentalités dont on parle depuis des années. On ne sait plus trop de quoi on parle, en fait. La crise du Covid nous a frappé au niveau de l'industrie de la construction du logement neuf de 2 manières. Il y a eu 2 chocs. Il y a eu un premier choc qui est un choc de l'offre, c'est-à-dire que nos industries ont été paralysées, comme beaucoup d'autres industries, comme beaucoup d'autres entreprises. On a accumulé beaucoup de retard de production, de vente, même si la demande continue à s'exprimer. Les gens étaient quand même confinés, c'était difficile, malgré l'aide des notaires, de réussir à continuer à faire notre métier et à fournir. Donc il y a eu une véritable crise de l'offre qu'on n'arrive pas encore, bien sûr, à rattraper, qui avait un petit peu commencé avec le calendrier électoral, qui avait déjà ralenti pas mal les choses depuis septembre. Et puis, cette crise, elle a généré aussi une espèce de ce que j'appelle un choc de la demande. Le choc de la demande, c'est que, pour une fois, et c'est assez rare, les Français, les citoyens ont exprimé ce dont ils avaient véritablement envie. Là où ils avaient envie d'habiter, dans quel type de logement ils avaient envie d'habiter, dans quel type de bureau ils avaient envie de travailler. Et être à l'écoute à ce moment crucial de la crise, de la manière dont la demande s'exprime, c'est très important. Les professionnels, évidemment, que nous sommes, l'avons immédiatement entendu. Et c'est justement les éléments que j'essaie de faire remonter au plus haut du gouvernement, c'est d'essayer d'avoir conscience que ça n'est pas un problème de ralentissement de la demande, de moindre envie d'acheter du logement neuf, mais bien au contraire d'acheter, de vivre différemment. Et pour ce faire, on a besoin, pour y répondre, non seulement de construire, parce qu'il s'agit de construire la ville durable, je ne vais pas être trop longue là-dessus, tout le monde a compris de quoi il s'agit.
Il s'agit de construire la ville durable, mais il s'agit aussi, pour construire la ville durable, de savoir la construire de toutes pièces. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recycler, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être vertueux dans nos modèles, et Dieu sait qu'on est capable de le montrer. Les grands promoteurs de ce pays, comme les petits et les moyens, chacun dans leur territoire, savent le faire et accélèrent leur innovation pour être capable de le faire de plus en plus. Mais il faut absolument que le plan de relance intègre cette demande des Français de pouvoir acheter un logement neuf qui corresponde à leur envie. Or, vous l'avez cité, le logement est le parent pauvre du plan de relance. Pourquoi ? Parce que la priorité, c'était de dire qu'il faut rénover les logements dans lesquels les gens ont mal vécu ce confinement. Et moi, je suis la première à penser que c'est extrêmement important de ne pas laisser les concitoyens dans des niveaux de confort qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une démocratie avancée comme la nôtre. Donc, il faut rénover, il faut y consacrer de l'argent. Ça fait très longtemps qu'on dit que les passoires thermiques nuisent à la santé des gens, nuisent à leur confort, nuisent à leur porte-monnaie. Donc, c'est très important et c'est certainement une des priorités. Mais il ne faut pas pour autant délaisser ce qui produit de la ville durable, ce qui produit, Éric Grevin disait, on sait faire du dedans-dehors, mais bien sûr, 99% des logements neufs construits en France ont des balcons ou des jardins, c'est une évidence. Par contre, faire prendre un gros virage écologico, économico, social à ce que nous produisons, on pourrait y revenir, dans le neuf, ça me paraît être d'une toute première importance, parce que derrière ça, c'est une industrie franco-française, non délocalisable, on le sait, avec toute une batterie d'entreprises et de filières qui produisent de l'emploi, mais qui produisent aussi la ville de demain. Donc, si on s'interdit de construire, on s'arrête, on paralyse un petit peu plus. Bien sûr, on fait travailler nos artisans et on rénove, mais c'est loin d'être à la hauteur des besoins. Est-ce que la ville de demain, c'est la petite ville ou la ville moyenne, comme on l'a entendu ? Moi, je pense qu'il y a une urgence, c'est de redonner envie aux urbains d'habiter là où ils travaillent. Parce que tout le monde n'a pas le choix de se délocaliser, tout le monde n'a pas le choix d'aller habiter en province si par cas il en a envie. Donc la priorité, me semble-t-il, c'est de redonner des métropoles qui règlent leurs problèmes de pollution, d'engorgement, qui règlent les questions du quotidien pour les citoyens, de manière à ce qu'on puisse redonner envie de vivre dans nos villes. Les villes, les métropoles sont séduisantes en termes d'offres culturelles, sportives, tout ce qu'on sait. Elles le sont de moins en moins dans les flux quotidiens. Elles sont pas agréables à vivre aujourd'hui, ces métropoles, et il faut travailler énormément là-dessus. Et ça veut dire des moyens, des idées, de l'innovation, et surtout une concertation de tous les acteurs qui sont capables d'apporter une valeur ajoutée à cet objectif-là. Mais il y a aussi et surtout une question d'aménagement du territoire. Je prends l'exemple d'Action Cœur de Ville. Le gouvernement a lancé un programme qui était sur le papier très intéressant, qui visait à dire aménageons nos villes moyennes, essayons de ne pas faire de l'étalement urbain bête et méchant sans réfléchir, mais allons construire là où il y a des besoins, et là où les élus locaux ont besoin de logements, ont besoin de population, et là où il y a des besoins qui s'expriment. Ce n'est pas une logique productiviste comme ça un matin quand on s'est levé. Et donc, ça me paraissait très intéressant. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Ce truc-là, il a été un petit peu, j'allais dire, décrété. Et comme tout ce qu'on décrète dans notre pays, si vous ne réfléchissez pas avec les gens qui sont concernés, en premier les habitants, mais les opérateurs, eh ben, c'est pas relayé. Et c'est pas relayé du tout, cette affaire-là. Et il ne se passe rien dans les villes moyennes, ou très peu. Donc je crois qu'il faut qu'on se pose la question de la manière dont on aménage collectivement la ville. C'est exactement le même sujet sur le ZAN, le zéro artificialisation nette. La vertu était de dire on artificialise moins nos sols, il faut qu'on soit économe, sobre foncièrement, sobre énergétiquement, etc. Tout ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais on n'a pas du tout réfléchi aux conséquences que ça allait provoquer, qui peuvent être d'ailleurs poussées à l'extrême, une désertification de certains territoires qui ont besoin au contraire de se régénérer et de revivre. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de besoins dans ce pays de travailler avec les forces vives de la filière pour essayer de taper juste tout de suite et vite. Moi, j'ai entendu ce que disait le président Sarkozy, qui disait « mais finalement, vos bâtiments sont moches et trop chers ». Oui, alors d'abord, le beau, c'est subjectif.
Et ensuite, ce n'est pas une raison pour ne pas s'y intéresser. Et la profession s'y intéresse. C'est trop cher. Oui, c'est trop cher, mais quel mécanisme on met en place ensemble pour essayer de faire que ce soit moins cher? On ne va pas contraindre les propriétaires privés, on ne va pas plafonner l'ensemble des prix de vente du pays. Donc il y a d'autres mécanismes vertueux à travers le développement durable qui peuvent nous aider collectivement à produire des logements à coût moins élevé. Sauf que ce débat n'existe pas. Marc Cagnard, je crois que vous allez lancer le débat prochainement, parce que, n'en déplaise aux deux promoteurs ici présents, les logements neufs comme les logements anciens demeurent chers. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Effectivement, le notariat est aux premières loges, ce qui permet de faire des statistiques immobilières et qui permet de regarder sur les 20 ans qui viennent de s'écouler que les prix ont connu une hausse, on va dire, prodigieuse. Alors on peut distinguer bien sûr le neuf et l'ancien. Si on prend l'ancien, c'est x4 pour Paris Intramuros, x3 pour la petite couronne et x2 pour la grande couronne. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Pour le neuf, là aussi, on a une valeur du foncier qui a été triplée sur 20 ans. On a un parc qui représente 10% des ventes et 1% du territoire. Donc on voit que pour le neuf, évidemment, ça se décale plus vers la grande couronne que Paris Intramuros. Donc, une fois qu'on a pris en compte ces chiffres, il faut aussi prendre conscience que le logement, ou les logements en tout cas, se sont améliorés au cours de ces 20 ans, mais pas encore assez pour répondre à la demande. Mais le problème de l'accès au logement qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un problème d'accès, ou plutôt de rencontre de l'offre et de la demande. Il y a de multiples facteurs. Il serait trop fastidieux peut-être de les énumérer maintenant, mais ils sont très nombreux. Alors nous, à notre niveau de notaire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on peut se mettre à l'échelle du Grand Paris et avoir un notariat du Grand Paris, ce qui représente 3000 études, 3000 offices sur les 8 départements qui composent le Grand Paris. Ça représente, c'est 1000 offices et 3000 notaires, mais on a 10 000 collaborateurs et 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc tout ça pour montrer qu'on a quand même une conscience de faire partie des acteurs du Grand Paris et qu'on a décidé de fédérer nos énergies, nos intelligences pour constituer un groupe de travail auquel sont associés bien sûr les notaires de toutes ces chambres départementales et interdépartementales, mais également on va demander à Philippe Pelletier de nous aider, il est intervenu ce matin, à réfléchir, à apporter des solutions. Donc là on a déjà constitué ce groupe de travail sur l'accès au logement. Ce groupe de travail a commencé à travailler avant l'été et il va continuer à travailler, bien évidemment, et rendre des propositions. On va essayer de rendre ces propositions pour le début de l'année 2021. Alors, sans rentrer tout de suite dans le détail, parce que les travaux sont en cours, c'est work in progress, mais on peut tout simplement dire qu'il y a déjà des thèmes ou des perspectives qui ont été tracées. La première, c'est les modes alternatifs d'accès au logement. Est-ce qu'on peut songer à autre chose qu'au bail et au droit de propriété classique tel qu'on le connaît? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres schémas contractuels pour permettre aux gens d'accéder au logement? Il y a un terme qui revient parfois, c'est celui de flexi-propriété, qui ne parle pas forcément à tout le monde, mais... Alors c'est quelque chose qui a été inventé, si on peut dire, ou créé par une foncière qui s'appelle La Française. De ce que je sais de ce schéma, je ne l'ai pas vu fonctionner à titre personnel, mais des programmes ont été mis en place dans la banlieue lilloise. Et schématiquement, c'est le recours en fait au bail amphithéotique, avec quelques aménagements qui permettent d'offrir aux preneurs ou aux flexi-propriétaires, comme le dit La Française, un droit sur 50 ans et ensuite des modalités pour lui garantir une jouissance du logement jusqu'à son décès. Donc là, c'est effectivement une des pistes de réflexion qui peut être explorée, mais on a aussi à lutter contre, il y a des déserts industriels, mais il y a aussi des déserts résidentiels, c'est-à-dire qu'il y a énormément de logements vacants à Paris, petite et grande couronne, et il faut trouver des solutions pour les faire revenir sur le marché, parce qu'on voit bien tous les gens qu'on rencontre dans nos études, on a parfois des gens qui sont propriétaires d'un logement, ils n'ont pas la capacité de faire les travaux pour les rendre à nouveau à être loués, ou alors ils ont peur tout simplement de la complication ou des complexités du rapport bailleur-locataire, et ce qui en dissuade certains. Donc là, il faut arriver à faire revenir tous ces mètres carrés sur le marché, parce que ça sera l'un des modes de résolution d'une partie des problèmes. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu, mais il y en a, c'est l'une des pistes qu'on va explorer notamment. Ensuite, il y a tout ce qui est le numérique.
la numérisation, c'est un facteur de fluidification du secteur. Enfin, beaucoup de pistes qu'on va explorer, on va faire des propositions. C'est un peu trop tôt pour les faire, mais on vous recontactera pour vous les présenter dès que ça sera possible. D'accord. Merci. Il nous reste 5 grosses minutes. Je vais vous demander à chacun de dessiner des pistes pour demain, pour résoudre cette crise, pour mieux habiter, mieux travailler demain. Ingrid Nappi, les chercheurs qui cherchent, on en cherche, mais j'imagine que vous trouvez souvent des choses. Alors personnellement, moi je pense que pendant longtemps, c'est mon recul sur près de 30 ans d'histoire des bureaux, pendant longtemps on a fait attention à la valeur financière de l'immobilier, quand on est passé à la financiarisation de l'immobilier d'un grand secteur. Puis après, on a beaucoup parlé de valeur d'usage sans vraiment savoir comment la mesurer, c'est très complexe. Donc valeur d'usage, ça veut dire les besoins des utilisateurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment parler des occupants. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'occupant, il occupe un bureau, puis il habite aussi. Donc on va davantage concilier besoin d'habitat avec besoin de travailler. Donc c'est l'objet de cette table ronde, ça tombe bien. Et puis les occupants, c'est pas que le manager. C'est tout occupant d'espace de travail. Et donc, j'avais opté pour, d'ailleurs, quand vous m'aviez interviewé, sur la valeur sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'occupant qui va avoir le mot et qui va avoir dire « Moi, je ne veux pas aller travailler dans cet immeuble de bureau parce que moi, je ne prends pas le risque de travailler dans un espace de ce type. » Voilà, donc on a un nouveau pouvoir, un rapport de force, on va dire, et il est à prendre en compte. Alexandra François-Cuxac, demain, les promoteurs vont devoir apporter des solutions clés en main sur la qualité de l'air intérieur, justement, qui est une des valeurs en ce moment avec ce virus qui tourne dans l'air. Oui, alors il faut savoir quand même que le logement neuf qui est produit aujourd'hui est déjà d'une performance et d'une qualité très élevée, hein, parmi les plus élevés d'Europe. On a mis en œuvre depuis 20 ans maintenant un grand nombre de réglementations successives, thermiques, acoustiques, etc. Et peut-être que ce qui manque effectivement dans nos logements, ce serait des capteurs pour que les gens qui y habitent se rendent compte de la qualité de l'air qu'ils respirent, éventuellement de l'eau qu'ils boivent, pour rester vigilants et rester acteurs non seulement du niveau de leur consommation et de l'efficacité énergétique de leur logement, mais aussi et surtout de la qualité de ce qu'ils consomment. Ça me paraît être vraiment un progrès et du numérique au service de l'usage qui ne serait pas quelque chose de très cher et qui pourrait justement rester au plus près des préoccupations des personnes. Mais je pense que la vraie question, bien sûr, l'habitat, c'est des usages, c'est la manière dont les gens vont consommer le logement au moment où ils s'y trouvent, dans l'instant de vie où ils s'y trouvent, avec leur étape familiale dans laquelle qu'ils sont en train de traverser. Mais c'est aussi une responsabilité, et je sais qu'on parle beaucoup de la maison sur abonnement, on parle beaucoup de la flex résidence, etc. Mais moi, ce qui m'importe aussi, c'est de produire des logements pour plusieurs générations, parce que je trouve que c'est la meilleure vertu durable que peut avoir un logement. Et donc, du coup, ça pose la question de l'obsolescence des matériaux qu'on va pouvoir employer. Ça pose la question aussi de la manière dont les gens vont pouvoir évoluer, vivre, vieillir dans leur logement. Et donc, du coup, ça donne, quand on réfléchit comme ça donne beaucoup d'innovations possibles, notamment pour les promoteurs, en matière d'aménagement intérieur des logements. Et donc, par exemple, on a vu commencer il y a quelques années des logements qui avaient 2 portes palières sur lesquelles vous pouviez isoler une chambre pour pouvoir la louer si vous aviez besoin par cas de faire des économies ou mettre un parent, un enfant, etc. Donc on voit bien qu'il y a une modularité du logement qui peut s'adapter au parcours de vie, qui peut s'adapter aussi à votre portefeuille au fur et à mesure que vous avancez, qui peut permettre de rester plus longtemps dans son logement parce que tout le monde n'a pas envie de quitter son logement. On sent les gens, une fois qu'ils ont fait leur trou dans leur quartier, ils s'y sentent bien, ils ont leurs habitudes. Et je pense qu'on a la responsabilité d'essayer de leur permettre d'y rester le plus longtemps possible. Et ça me paraît être aussi des choses sur lesquelles on doit travailler collectivement et individuellement, chacun dans nos entreprises, en analysant le besoin des gens qui viennent nous voir pour acquérir, donc en étant vraiment à l'écoute. Voilà, moi je vois le développement durable, dans le mot durable, je vois quand même longévité, je vois de déconstruire le moins possible pour reconstruire. Donc on a aussi voilà, cet acte en responsabilité qu'on doit conduire. Éric Groven, les bureaux évolutifs existent déjà. Bientôt, il y aura des obligations de logement évolutif et pas seulement les douches à l'italienne, dont on a beaucoup parlé dans une certaine presse, sans dénigrer évidemment les autres. Donc, comment justement vous y préparez ?
Alors moi, je crois que ce que la crise sanitaire nous a appris, c'est qu'il faut qu'on travaille d'abord le concept de résilience urbaine. C'est-à-dire comment créer des villes qui anticiperont mieux les crises et les traiteront mieux. Je prends le seul exemple de l'improvisation dans lequel ont été construites les coronapistes. Sans étude d'impact préalable, dans la précipitation, certaines ont été maintenues, d'autres ont été démantelées. Bref, nous n'étions pas préparés. Les villes n'étaient pas prêtes à subir une telle crise. Et donc, la première façon de réfléchir l'avenir, c'est de penser à la résilience urbaine. La deuxième façon, de mon point de vue, de penser la ville de demain, c'est de mettre l'accent sur la co-création. Parce qu'on ne pourra pas prétendre améliorer le mieux vivre ensemble si on n'associe pas en amont les parties prenantes pour les faire adhérer à un projet. Jusqu'ici, on créait des villes par les solutions. On coupait les territoires en petits morceaux, puis on les attribuait à des promoteurs qui construisaient des objets, qui les assemblaient et ça faisait un quartier. Aujourd'hui, on doit réfléchir la construction de la ville à partir des impacts. Et par exemple, les objectifs de développement durable de l'ONU nous donnent une grille de lecture. Et on ne peut y parvenir que si on forme des consensus solides autour des projets urbains, en particulier par la mesure des impacts. Donc, les deux concepts qui, je crois, nous aideront à mieux vivre demain, que ce soit dans les bureaux ou dans les logements, c'est concevoir la ville résiliente et co-créer la ville. Ça peut être un nouveau rôle pour les notaires? Ben oui, parce que parmi les révélateurs de la crise, on s'est aperçu finalement que la filière immobilière, ce n'était pas un vain mot. Et c'est à l'occasion du confinement que les notaires, les géomètres, les syndics et autres professionnels du droit se sont réunis dans une alliance des professionnels de l'urbanisme et de l'immobilier, donc l'appui, sans mauvais jeu de mots, qui fait qu'on a tous besoin les uns des autres pour arriver à créer des nouveaux quartiers. Et il ne faut pas segmenter les choses à outrance, mais au contraire, il faut se parler pour arriver à quelque chose. Donc on a besoin de proximité aussi, c'est-à-dire des acteurs du terrain. Les notaires en font partie, mais ce n'est pas les seuls. Et il faut qu'on se parle pour arriver justement à produire des choses intelligentes et qui répondent aux besoins des Franciliens. Merci à tous les